Pyramide grappling avec Marc Aurelio. Aujourd'hui c'était dur encore une fois. J'ai fait 4 sparring, je vais vous mettre tout ça dans la vidéo, dans le vlog. Et il y a 3 ou 4 sessions de techniques avec Marc Aurelio, des techniques super qui sont d'actualité et qui correspondent exactement à mon jeu. Donc c'est top, enfin au jeu que je veux développer. Donc c'est top, je suis super content. J'espère que ce vlog va vous plaire. C'est parti. Salut à tous, on est chez Marc Aurelio. Donc Marc Aurelio, c'est lui, champion du Brésil, et voilà, en ce moment il fait toutes les compètes possibles et imaginables. En tout cas, il fait beaucoup de compétitions en ce moment, donc c'est cool. Ils sont vraiment actualisés, ils sont bien, puis ils sont en forme. Donc là, comme les derniers, alors si vous n'avez pas encore vu les autres vlogs où je suis à Pyramide Grappling, n'hésitez pas à les regarder parce que c'est voilà, les techniques se connectent et en fait on est sur un bloc de triangle de jambes. Donc là il monte sur les bras, mais en fait c'est juste pour introduire après le triangle. Et donc vous avez vu, il le fait à partir de la garde, donc il est dans la garde. Son adversaire a un contrôle sur la nuque, donc le bras un peu tendu. Et de là il va aller chercher soit un overtie, donc c'est quand je viens contrôler la tête de mon adversaire par-dessus le bras. Donc le bras est à l'intérieur. Ok, donc vous avez vu là la main gauche de Marco, hop, elle va chercher par l'extérieur. Le tibia aussi, il est en contact, vous avez vu, avec le genou qui est orienté vers l'intérieur. C'est quelque chose d'un peu bizarre. Mais en fait, c'est pour éviter que l'adversaire se relève avec ma jambe ou rentre à l'intérieur par en dessous pour venir se connecter sur une garde ou une demi-garde. Et il y aura juste après, du coup, à jeter la jambe dans l'espace pour venir attraper le triangle. Donc là, on attrape la tête pour éviter que l'adversaire posture. Enfin, non, d'abord, il va faire la méthode un peu Danaher. Il me semble que c'est Danaher qui fait beaucoup ça. Donc voilà, avant on mettait le bras de l'autre côté, mais maintenant on peut laisser le bras parce qu'on va beaucoup mieux se placer avec les jambes. Et là je vous assure que quand on vous prend dans ce triangle-là, on a vraiment beaucoup de pression sur la gorge. Donc là vous avez vu, il l'a pris en overtie, donc c'est par-dessus, hop, par l'extérieur, pardon, hop, il jette sa jambe et il s'allonge du côté où il a jeté la jambe. Il laisse bien le bras sur le côté à l'extérieur et il vient faire comme une chandelle. Je sais pas si vous faisiez ça vous au collège, lycée, en gymnastique. C'est un peu comme une chandelle où il va s'enrouler aussi sur les épaules. Là vous avez vu, il est en collar tie. Collar tie, c'est quand on vient chercher un contrôle sur la nuque, mais là du coup il est à l'intérieur. Et donc là, c'est son adversaire qui a son bras à l'intérieur. Là, ce qui est important, c'est voilà, il faut occuper l'autre main. Si l'autre main, elle cherche à défendre, ça va être compliqué d'aller chercher le triangle parce que l'adversaire, il va bloquer le mouvement avec son bras gauche. Il va s'opposer au mouvement. Donc, il ne faut pas hésiter à venir contrôler le poignet, hop, passer par-dessus. Contrôler la tête pour éviter que l'adversaire posture, donc se redresse. Sans roue, on vient ramener les genoux sur la poitrine ou ramener les genoux sur les épaules et puis on peut aller chercher bien le triangle. Donc moi personnellement ce triangle là, donc la fin là, la finalité, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'ai jamais vu en combat. Alors c'est quelque chose que Danaher il montre beaucoup. Je pense que techniquement c'est très bien de montrer ça parce que ça nous développe des qualités motrices, enfin des nouvelles qualités motrices, mais je suis pas sûr qu'en combat c'est quelque chose qu'on va pouvoir vraiment appliquer parce qu'en vrai, à partir du moment où j'ai pris le triangle, j'ai juste à tenir bien la tête, à serrer et au bout d'un moment l'adversaire il tape quoi. Après voilà, un bon triangle, c'est un bon triangle, c'est un triangle où on voit pas l'épaule, donc c'est important de venir bien passer la cuisse par-dessus l'épaule. Donc là, je répète avec Marco. Hop, je lui dis, et tu répètes pas de l'autre côté. Il dit, ah non, mais je suis pas très bon de ce côté-là. Donc moi, pour moi, il faut toujours répéter des deux côtés. Parce que je lui fais la blague, je lui dis, oui, mais et si l'adversaire il t'attrape avec l'autre bras, tu lui dis quoi?
tu lui dis non, excuse-moi, tu peux m'attraper avec l'autre bras. Bah non, donc il faut savoir faire des deux côtés. Bien sûr, on fera pas aussi bien des deux côtés, mais il faut savoir le répéter au moins techniquement. Et puis bah pour le cerveau, c'est bien de répéter les deux côtés quoi. Et au final, une fois qu'il a pris confiance et qu'il l'a répété plusieurs fois, bah il le faisait aussi bien d'un côté que de l'autre quoi. Donc voilà, des fois c'est qu'une question de ah non, un peu d'ego et de dire ah non, je veux le faire que d'un côté parce que je le fais bien de ce côté-là. Mais en vrai, sur la répétition technique, c'est le moment où on peut faire des deux côtés. Voilà, j'en profite hein, pour vous rappeler, si vous êtes de passage sur Paris, bah, n'hésitez pas à passer au NR Fight Club. Vous avez vu, on vous propose pas mal de contenu là sur YouTube. J'espère que ça vous plaît, en mode un peu plus vlog, où bah, comme ça vous avez de la technique, de la répétition technique, des sparring à thème, des sparring libres, un petit peu de connaissances avec bah, voilà, les commentaires, surtout sur les techniques et sur les sparring. Donc j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, mettez un petit like dès maintenant. Ça, il n'y a pas besoin d'arrêter la vidéo pour ça. Mettez un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis, bah, partagez autour de vous. Ça fait toujours plaisir, surtout tous ceux qui font partie du groupe NR Fight. Bah, voilà, aider le NR Fight à avancer plus vite. Parce que bah, plus vite on va atteindre les millions d'abonnés. Et plus vite on pourra se développer et aller là où vous êtes aussi. Voilà, peut-être que vous êtes dans un endroit en France ou dans le monde où il n'y a pas de club ou alors pas de club où il y a des créneaux toute la journée, du lundi au dimanche comme chez nous. Donc plus on est nombreux ici et plus ce sera facile de se développer. Donc voilà, pensez à nous. Et puis même si vous ne voulez pas vous entraîner avec nous, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, moi j'ai toujours répété des deux côtés pour revenir à ce sujet-là. Mais c'est vrai que mon professeur Pequeno, il me disait tout le temps, ouais, mais il faut que tu attrapes les finalisations avec ton bras ou ton côté le plus fort. Et donc avant qu'il me dise ça, j'essayais toujours des deux côtés. Et forcément, on a toujours un côté où on est plus fort, un côté où on est plus à l'aise. Mais c'est dommage parce que j'ai perdu un peu ce truc-là en combat. Donc j'essaye maintenant de me le refaire. Voilà, en fait, peu importe, j'essaie d'attraper. Alors sauf la guillotine, parce que j'ai vraiment pris l'habitude de l'attraper avec le bras droit. Mais voilà, en tout cas, j'essaie de toujours faire des deux côtés. Donc là, on va voir le triangle à partir de la position 100 kg. Donc là, c'est assez intéressant. Parce qu'en vrai, quand on est en position 100 kg, quand l'adversaire est sur le dos et ne donne pas tellement de réaction, donc s'il se met de profil, on peut aller chercher facilement un étranglement, on peut aller chercher une kimura, on peut aller chercher pas mal de choses. Mais s'il reste sur le dos, absolument comme ça, là, à se protéger et juste à chercher à j'allais dire comme en portugais, à reprendre, recomposer pour la garde, et bah il n'y aura pas énormément de possibilités. Donc là c'est intéressant ce truc là parce que vous allez voir ce petit tour de passe-passe, ça me permet de récupérer le coude qui était à l'intérieur. Et si vous avez un petit peu pratiqué, vous savez que quand le coude il est à l'intérieur, bah, c'est le début de la sortie pour mon adversaire. Donc on va d'abord récupérer bien le coude et laisser le genou sous l'aisselle. Et quand j'inverse comme ça, il faut bien que mes bras changent aussi de position. Je ne laisse pas mes deux bras du même côté, hein, jamais. Toujours un bras de chaque côté. Donc là, comme j'ai inversé, je passe mon bras qui était... Ouais, on inverse les bras. Parce que sinon, je vais vous faire des théorèmes de Thalès et Pythagore pour vous expliquer. Hop, on est là. Et je reprends le contrôle bien comme il faut, propre. Mon genou est bien sous l'aisselle. Un petit conseil dans cette position... Ça, c'est une position qu'il faut chercher à avoir en 100 kg avec n'importe quel adversaire. Franchement, quand vous arrivez là, c'est très très compliqué pour l'adversaire en dessous de vous reprendre la garde ou sortir de là. Donc n'hésitez pas à aller chercher cette position dans un premier temps avant de faire quoi que ce soit en 100 kg. Donc là, je bloque, il nous dit qu'il faut donner de l'espace en fait pour le triangle. Donc j'attrape son autre poignet, je le colle contre lui. Et ce qu'il dit ici, c'est qu'on a souvent cette difficulté à venir passer sa jambe par-dessus, parce qu'on ne donne pas assez d'espace, et qu'on veut laisser absolument le coude au sol, voilà, dans cette position-là. Alors que quand on va, alors je ne sais pas s'il va faire des mots, non, quand on va attraper la tête, on a beaucoup plus d'espace, et on n'a pas besoin forcément d'être souple pour aller chercher cette position-là. Vous avez vu, il met aussi un petit peu plus le poids vers sa jambe gauche pour alléger sa jambe droite, pouvoir la lever. Je ramène mon genou à la poitrine, ou mon genou, vous avez vu, au coude, et je viens passer ma jambe par-dessus. Là, lui, il va... Alors moi, je suis
j'avais vu chez Barbosa un triangle à partir de là, sans rentrer complètement la jambe. Mais lui, il dit de rentrer complètement la jambe pour venir ici verrouiller en triangle, à partir de la position montée. Donc c'est une position qui est vraiment sympa. En plus, vous avez vu là, cette fois-ci, on n'a pas besoin de se mettre sur le dos. Un conseil que je peux vous donner à vous qui débutez, ou même si vous ne débutez pas, quand vous êtes au-dessus, vous ne pouvez pas accepter de vous mettre le dos au sol. Vous ne devez pas accepter ça. Ça doit être ancré dans votre tête. Vous savez la phrase de Makachev qui dit... je sais, en France, on est très à cheval sur la prononciation des noms, mais moi je le dis Makachev, alors je ne sais pas si c'est Makachev, bref, excusez-moi si ça vous a heurté, qui disait en fait que c'est facile, entre guillemets, de combattre avec un mec du jiu-jitsu parce qu'il se met sur le dos automatiquement, il est plus à l'aise sur le dos. Oui, parce qu'en JJB, la garde est très importante et très très mise en valeur, et la prise de dos. Ou si vous passez la garde de quelqu'un, c'est comme si vous l'aviez finalisé en JJB. Voilà, c'est très important. Mais du coup, si vous êtes... Voilà, il disait que voilà, les mecs du JB se mettaient facilement sur le dos. Mais moi, je vous conseille un truc, c'est que si vous êtes au-dessus, ne mettez plus votre dos au sol. Plus jamais de votre vie. Enfin, si j'ai gagné ma position au-dessus, je ne dois pas accepter facilement de me mettre sur le dos. Trop souvent, il y a des gens, ils se bagarrent, ils arrivent à à ramener l'adversaire au sol ou à le renverser. Ils se retrouvent au-dessus, et puis là, tout de suite, ils se jettent sur une position, comme là, on peut avoir vu avant, le triangle ou autre, et qui se remettent sur le dos. Le truc, c'est que si ça marche pas, je suis en dessous. Si c'est du MMA, c'est galère. Mais même si c'est de la luta, c'est galère aussi d'être en dessous parce qu'on n'a pas de kimono pour ramener l'adversaire. Voilà, c'est important. Si vous êtes au-dessus, mettez ça dans votre tête de ne pas accepter de remettre votre dos au sol. Après, si l'adversaire est meilleur et vous a fait une super technique, vous aurez le dos au sol. Mais l'idée, c'est de ne pas accepter de vous bagarrer, et de ne pas hésiter. Des fois, voilà, vous sentez que vous êtes en train de perdre l'équilibre, qui va vous renverser, boum, vous poussez, vous fuyez, vous revenez face à lui. Okay, et tout ça, je vous le dis pourquoi, parce que dans toutes les soumissions qu'on va vous proposer, préférez toujours celle où quand vous êtes au-dessus, vous restez au-dessus. Donc là, le triangle qu'il a montré, il est top parce que j'attaque et j'essaie de soumettre à partir du dessus. Et si ça marche pas, c'est pas grave, je suis au-dessus. Donc là, il va montrer une autre façon qu'on va dire, c'est un peu plus pour les vieux ou ceux qui ont les hanches un peu rouillées ou qui ont... Voilà, on n'a pas besoin de vitesse, on a juste besoin de bon contrôle. Et donc d'ici, hop, genou au sol. Et c'est un truc que Mika Galvao, il aime bien faire, ça. Lui, il va attaquer la clé de bras. Ou souvent le triangle pour après faire la clé de bras. Mais c'est un truc vraiment pas mal. Et ça m'a bien parlé. Et je l'ai essayé après, vous verrez, dans le combat. Vous allez voir si ça passe dans la deuxième partie de la vidéo. Donc on va me voir faire des sparring. Marco Aurelio n'a pas tourné aujourd'hui, mais ses élèves ont tourné, donc c'était cool. Ça m'a permis d'expérimenter pas mal de choses, vous allez voir. Donc là, vous avez vu, à partir de 100 kg, vous avez deux possibilités de faire le triangle. La première possibilité, c'est bien parce que vous restez au-dessus. Si c'est du MMA, vous pouvez frapper. Si c'est de la luta, vous restez au-dessus, vous ne prenez pas de points parce que vous êtes mis au sol ou dos au sol ou parce que vous avez raté votre triangle et l'autre il va commencer à vous accélérer dans la garde. Et puis pareil en JJB, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Ça, c'est l'une des possibilités qui peut arriver quand vous contrôlez mal le bras ou même l'adversaire il est énervé, il a du physique. Au moment où vous commencez à vous redresser, il va exploser pour sortir son coude et revenir face. Et ça, j'avoue que c'est le truc qui m'arrive souvent. En fait, j'ai du mal à avoir vraiment... dans le combat, des fois, on n'a pas beaucoup de temps. C'est quand même 5 minutes, ça passe vite. Hein. Le temps de ramener au sol, le temps de passer la garde, le temps de bien se stabiliser en 100 kg. Des fois, j'ai du mal à être vraiment placé optimalement, à avoir un positionnement optimal pour aller chercher des soumissions et ne pas laisser d'opportunité à l'adversaire de sortir. Donc là, il est pas mal celui-là, j'ai bien aimé. Sauf que j'ai pas trop aimé ce truc là du pied là qui reste sur le biceps. Moi j'essaierai quand même de le sortir, mais on le sait très bien que c'est difficile parce que l'adversaire il le sait que s'il arrive à garder la jambe, il n'y aura pas de triangle.
Donc l'adversaire, il va focus son esprit là-dessus. Il va focus son esprit sur ne pas laisser sortir le pied du biceps en attrapant la cuisse. Maintenant, ce ne sera pas évident parce que ça glisse, parce que il veut se défendre quand même de d'autres attaques, de d'autres possibilités. Donc ça peut arriver que ça va être compliqué pour lui des fois de garder le biceps, quoi. Et si jamais il garde le biceps, voilà une possibilité aussi, c'est de venir faire ce qu'ils appellent la position du clamp. Donc c'est le talon de la jambe qui est au-dessus va venir sur l'épaule. Et en fait, quand il va faire ça, il va mettre de la pression, il va faire en sorte que l'adversaire ait son poids vers l'avant. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile de lui faire lâcher sa prise. Donc là, c'est parti. Bon, déjà, il s'est foiré, là, il m'a oublié mon bras. Hop, bon, c'est pas grave, il reprend. Tac. Donc là, le système de répétition, alors c'est bien parce qu'ils ont changé un peu. Alors Marco Aurelio, c'est un peu comme, il me fait penser beaucoup à moi quand j'étais avec mon NR Fight à Paris. Il est professeur et compétiteur. Donc, le leader de l'équipe, professeur et compétiteur. Donc il est un peu en train d'apprendre sur le tas. Alors c'est dommage parce que bien encadré, il pourrait faire vraiment des meilleurs résultats, et toute son équipe aussi. Ou en tout cas avec un vrai prof qui fait que ça. Ça, c'est quelque chose vraiment que je vois dans les clubs de haut niveau qui réussissent. Il n'y a pas de secret, quoi. C'est pas le professeur, il tourne avec les élèves à chaque cours, ou comme je faisais moi à Paris. C'est il y a le prof, il combat pas, il est plus compétiteur ou quasiment plus, ou en tout cas il s'entraîne pas sur ce créneau-là et il s'occupe vraiment des élèves, il les motive. Tout ça pour dire quoi? C'est qu'avant, quand on faisait de la répétition technique, c'était un peu voilà, vous faites comme vous voulez. Et en fait, des fois, on répétait des techniques super longues comme ça, c'était en 2-3 minutes, en alternant, c'était terminé, quoi. Et du coup, franchement, moi, je pense que c'est pour tout le monde. C'est difficile en 2-3 minutes d'apprendre ces mouvements-là. Il faut éduquer le corps, il faut intérioriser toutes les techniques. Donc, compliqué. Et du coup, maintenant, c'est 5 minutes. 5 minutes l'un, 5 minutes l'autre. Donc on répète sans arrêt pendant 5 minutes. C'est ce que fait aussi c'est ce que font la plupart des coachs. Hein. Ils laissent entre eux, 5-6 minutes pour que chacun répète, ou alors ça peut être 10 minutes et on alterne. Mais je trouve que c'est mieux quand c'est toujours le même qui fait, plutôt que d'alterner. Je trouve qu'on a on est vraiment concentré sur le fait de faire la position. Et donc, on le fait une première fois, on a vu des détails qui n'allaient pas. Deuxième fois, on essaie d'ajuster. Troisième fois, 10e fois, 15e fois, la technique est quand même beaucoup mieux. On prend confiance au lieu d'alterner. Je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, n'hésitez pas aussi, quand vous répétez vos techniques, d'échanger avec votre partenaire. Ah, comment tu l'as senti? C'était bien, c'était pas bien. Et arrêtez vos trucs de maintenant résiste. Tu vois, on peut faire avec un petit peu de résistance, mais là, ça n'a aucun intérêt. On apprend vraiment une nouvelle technique, une nouvelle. C'est un triangle, mais à partir d'une autre position, il y a des angles qui sont différents. Donc, ça n'a rien de demander à l'adversaire des fois, vas-y, résiste maintenant. Non, la résistance, elle va être après sur les sparring à thème. Quand vous êtes en technique comme ça, il faut répéter la technique et tranquille comme ça, de cette façon-là, en prenant son temps, en essayant de bien se placer, de bien apprendre la technique. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Et c'est parti pour les sparring. Donc premier sparring, c'est des sparring de 6 minutes. Avec un petit jeune qui a un bon physique, vous avez vu, on dirait une armoire. Et comme la plupart des sparring en ce moment, je commence en dessous. J'aime bien commencer en dessous. Donc là, il m'attrape la tête. Hop, je lui remets un renversement. Je crois que je lui ai fait ça la dernière fois déjà. Donc vous avez vu, je me suis assis, sa jambe elle était là, je l'ai attrapé, il a attrapé ma tête. Je suis revenu dans la garde. Et là, je vais travailler. Les mains sur les chevilles aussi. Avant, je disais toujours de mettre les mains sur les genoux parce qu'on avait un meilleur contrôle. Mais en fait, non. En fait, il faut s'occuper d'empêcher l'adversaire de mettre des crochets, d'avoir des contrôles sur nous. Donc, il vaut mieux attraper au niveau des chevilles, les jambes, les pieds de votre adversaire pour pouvoir avoir un vrai contrôle et pouvoir faire en sorte... Enfin, c'est surtout de faire en sorte qu'il n'ait pas de contrôle sur vous, en fait. Hop là, une clé de jambe au passage. Ça, c'est un truc qu'il faudrait... Franchement, à chaque fois que je vais chercher la clé de jambe, ça marche. Et sur n'importe qui. Donc, c'est vraiment une position qu'il faudrait que j'aille beaucoup plus chercher, en fait. Je me rappelle, à l'époque, j'avais montré avec
j'avais montré un peu la base de ces positions-là avec Samuel Petit, qui vient du JJB, donc ils font pas beaucoup ça en JJB. Lui, il était très axé sur les clés de bras Kimura. Et en fait, clé de bras, c'est une clé de bras, mais sur la jambe. Donc ça lui a tout de suite parlé. Et derrière, il a vachement développé son jeu. Et il est devenu vraiment très très fort là-dessus. Et il m'a pas mal inspiré sur beaucoup de positions et sur beaucoup de clés de jambe. Je regardais pourquoi il y arrivait plus. Donc aujourd'hui, pourquoi il y arrive plus qu'à l'époque quand je lui montrais. Ou pourquoi moi, ça marche pas pour moi aussi bien. Donc là, je crois que je leur en mets une aussi. Donc vous pouvez la mettre aussi dans dessous. Hop. Et il faut juste changer le crochet, je vais le faire là. Voilà, bon. Juste changer de côté. Et là, il se met sur le dos. Alors, quand il se met sur le dos, j'ai deux possibilités. Soit je lâche pas la clé si je sens que je l'ai bien, soit je peux passer directement. Et donc, le détail que j'ai remarqué chez lui, qu'il faisait, c'est qu'en fait, moi, je le visualise comme ça, et je vais l'exprimer de cette façon-là. Il va chasser le genou. Chasser, hunt en anglais, je vais chasser les oiseaux dans la forêt, ou la biche. Et en fait, c'est pas je ramène le pied à moi, c'est je vais attraper le pied et je vais chasser son genou avec mon bassin. Donc je vais envoyer mon bassin contre son genou pour faire en sorte que sa jambe se plie. Et c'est pas la force de mes bras qui va faire que sa jambe va se tendre, mais c'est le fait de tenir la cheville et de mettre la pression avec mon bassin contre son genou qui vont faire que ça va tendre la jambe et faire la clé de jambe. Donc j'ai pas mal de succès maintenant là-dessus. Et franchement, il faudra vraiment, vraiment que je travaille beaucoup plus ça. Voilà, donc là je travaille en lutte. J'ai vraiment du mal à... Enfin, en même temps, je m'entraîne pas assez en lutte, comme très souvent dans toute ma carrière. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, les Brésiliens, eux, ils aiment bien rentrer de loin. Donc, dès qu'on prend un contrôle sur eux, ils ont du mal. Tête au milieu aussi, ils ont du mal. Et c'est ce que je vais faire. Et en fait, de là, j'essaie de prendre des bons contrôles, de bras sur un bras. Hop, là, on est pas mal. Mais le truc, c'est qu'il n'a pas vraiment un bon sprawl, donc... Là, j'aurais dû insister un peu plus. En fait, je voulais, comme il m'attrapait la tête, je voulais soit lui faire le reversement que je lui ai mis au début, soit m'asseoir et rentrer en dessous pour aller en single leg X, mais il a lâché ma tête, donc j'avais plus le bon contrôle. Donc quand je serais rentré en single leg X, il m'aurait lâché la tête à ce moment-là, mais il me l'a lâché avant en fait. Donc il s'est éloigné, j'avais plus le bon contrôle. Donc j'essaye, du coup comme vous voyez sur la première partie du sparring, voilà, j'ai travaillé j'ai fait 2 clés de jambes, j'ai fait pas mal de trucs au sol. Du coup maintenant je me suis dit tiens je vais travailler un peu debout. Et j'ai vraiment du mal à travailler la gréco en fait. Bon là je suis sorti du cadre, je ne l'ai pas ramené au sol mais j'étais vraiment bien placé pour le ramener au sol. Mais sinon il allait sortir du tatami. Et c'est dommage qu'il n'ait pas plus offensif, quoi, qu'il rentre pas plus dans les jambes. En fait, au premier sparring, il a cherché à me rentrer dedans et comme je l'ai puni, j'ai l'impression que depuis ça, mentalement, il se dit je vais rien faire parce que quand j'accélère avec lui, c'est lui qui gagne. Donc maintenant, ça m'a fait un sparring un peu passif, quoi. Donc c'est un peu relou ça, mais bon, c'est bien, ça me permet de travailler d'autres choses. Mais c'est dommage parce qu'il a des bonnes. Il a un bon physique, il a de la force, il a de la technique, il bouge bien. Mais bon, ouais, maintenant, il veut plus trop attaquer avec moi, c'est dommage. Mais du coup, debout, faut vraiment, vraiment, vraiment que je travaille. Hop, ça c'est pas mal. Hop, je vais la lever. Je sais qu'il voulait me faire un triangle, un ciseau à la volée. On va éviter ça, je vais le tirer. Hop, il s'est enfui, ce petit malin. Les amis, si vous n'avez pas mis le like encore, c'est maintenant ou jamais. Maintenant, mettez un petit like sur la vidéo, ça nous aide à avancer, ça fait plaisir. Mettez des commentaires aussi, ce que vous aimez pas. S'il y a trop de sparring, pas assez, trop de technique, pas assez. Voilà. Deuxième sparring. Alors, ils sont tous ceinture violette aujourd'hui, il me semble.
Bon là pareil, vous avez vu, je m'assois, mais tout de suite je rentre dans les jambes. Voilà. À chaque fois que j'arrive en single leg, là je pourrais les jeter, hein. C'est une bonne position pour venir jeter l'adversaire, mais j'essaie de contrôler un peu plus, comme ils sont ceinture violette, je vais pas les jeter en l'air. Après si c'était Marc Aurélio, je l'aurais jeté en l'air, enfin j'aurais essayé. Mais voilà, quand on tourne avec d'autres gens, avec des gens qui sont moins forts ou moins techniques ou plus vieux aussi, bon voilà, ça sert à rien d'aller faire une guerre avec eux. Jouons plutôt la technique et puis essayons des choses. Un truc important aussi, voilà, on commence un sparring avec quelqu'un, si on arrive tout de suite à passer la garde, il faut lui faire regretter de nous avoir laissé passer la garde. Il faut lui mettre la pression, il faut lui mettre du poids sur lui, il faut le fatiguer un peu pour, comme il dit Pequeño, qu'il soit bien mûr pour faire après nos finalisations ou nos positions. Hop. Tac, vous avez vu à chaque fois. Alors c'est un truc intéressant, ça que j'essaie de faire. C'est en fait j'essaie de passer par l'extérieur. Et que si j'arrive pas à passer par l'extérieur, bah, je reviens au milieu en le fixant. Donc c'est un truc que je vous ai déjà dit ça pour passer la garde. Faut pas hésiter à changer les rythmes et la vitesse ou la pression que vous mettez. Quand vous passez par les extérieurs, vous mettez de la vitesse et vous mettez de la distance, de l'angle, voilà, vous bougez en fait autour de votre adversaire. Ça va le forcer à se déplacer, ça va le forcer à défendre. Et en fait, si vous n'arrivez pas à passer comme ça, bah c'est intéressant après de venir changer de famille de passage de garde, où je vais venir plutôt du coup venir fixer et mettre la pression. Donc j'aurai moins de vitesse, moins de mobilité, mais par contre j'aurai beaucoup plus de poids sur lui et beaucoup plus de pression. Donc c'est ça que j'essaie de faire aussi pas mal en ce moment. Donc là j'essaie de travailler la technique d'aujourd'hui, mais on voit bien quand en sparring c'est pas la même chose. Mais bon, on essaie quand même. Je crois que je lui en mets un, je suis pas sûr. On va voir d'ici la fin du sparring. Un triangle, je parle. Hop, un contrôle aussi bras-tête, vous avez vu là, je viens contrôler le sommet du crâne. Ça n'a rien à voir avec un contrôle juste au niveau de la nuque. C'est beaucoup plus dérangeant pour celui qui est en dessous. Il faut savoir que quand vous contrôlez la tête d'un côté, donc si ma tête, elle est, on va dire, elle est tordue, ou je ramène sa tête sur son côté droit, ça veut dire que tout son côté droit, il est mort. Si sa tête, on va imaginer pour que vous puissiez le visualiser, pour que si jamais votre oreille est sur votre épaule droite, ou plutôt le menton sur l'épaule droite, et ben en fait, vous ne pourrez pas sortir votre bassin du côté droit. Donc ça veut dire que je suis tranquille de ce côté-là, dans cette direction-là. Par contre, il pourra sortir de l'autre côté. Vous avez vu, vous comprenez ou pas? Si vous essayez de mettre votre menton sur l'épaule, et ben vous ne pourrez pas sortir, vous verrez votre hanche du côté droit. Mais vous pourrez sortir facilement de l'autre côté. Donc ça, c'est un truc bon à savoir quand vous contrôlez votre adversaire. Tiens, regardez. Aïe, 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 je ne l'ai pas mis. Vous avez vu, là, ça, c'est vraiment la problématique. Faudrait vraiment que j'essaie de bien appliquer les détails qu'on a vus sur ce cours-là. Là. Mais bon, avec quelqu'un qui a vu aussi les détails, qui a vu les techniques, bon, c'est difficile encore plus de lui mettre. Mais bon, c'est pas une excuse. Hop, aïe aïe aïe, quelle catastrophe. Donc j'ai essayé d'attaquer encore le dos, je sais plus où le triangle. Mais j'ai pas réussi. Donc la garde fermée, un truc que pareil, on essaie de travailler en ce moment. Hein. Si vous suivez les vlogs un petit peu, c'est ça qui peut aussi être intéressant, c'est de voir un petit peu l'évolution au fur et à mesure. Puis même pour moi, c'est sympa. Là, vous avez vu, je lui avais mis la pression vers le bas avec sa tête. Donc forcément, la réaction qu'il va y avoir, c'est quoi? C'est qu'il va se redresser, forcément. Et plus je leur ai mis de pression longtemps, et plus je lui ai mis de pression, et plus il aura envie de se redresser. Donc au moment où je relâche, je sais déjà qu'il va se redresser, qu'il va me donner l'espace pour rentrer dans les jambes. Et là, je rentre dans les jambes comme j'ai fait, et je prends le double leg. Aïe, 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 on n'y arrive pas. Hein. Difficile, hein. Ouais. Après, en vrai, il me donnait des opportunités d'attaquer la guillotine, mais c'est quelque chose quand même que je pense
pas trop mal maîtrisé, ou en tout cas c'est une position que je sais faire. Du coup, voilà, l'idée c'est vraiment d'essayer d'autres choses. Et puis tant pis si ça marche pas, et puis tant pis si je perds le sparring. L'idée c'est d'être meilleur dans 6 mois que je ne le suis aujourd'hui. Et c'est sur ce travail en 6 mois, à chaque fois essayer, chaque sparring essayer, pour après y arriver quoi, et puis le mettre en place. Là vous avez vu, cette position on l'a déjà vu aussi sur un cours. Alors j'aurais pu renverser dans l'autre sens, mais en vrai mon bassin était déjà sorti à droite, donc c'était plus facile de le renverser à gauche. Malgré qu'il avait... Ça c'est une position qu'on a vue, mais je l'ai soumis sur la compression du triceps là. Parce qu'en fait, tout à l'heure, quand on l'a répété avec Marco, bah en fait, ça nous faisait super mal. Lui, ça lui faisait mal quand je le attrapais. Moi, ça me faisait super mal quand il m'attrapait au niveau du triceps. Et en fait, c'est pour ça. Vous avez vu encore, je m'assois, je rentre dans les jambes directes. Et donc, c'est pour ça que là, je lui ai pris directement le truc. Je voulais voir si ça allait marcher. Donc, ça a passé. C'était cool. Donc, vous avez vu, hein, même stratégie de début de combat. Commencer en dessous, mais essayer de revenir au-dessus le plus vite possible. Là, en fait, un truc intéressant ici pour vous, c'est quand j'essaie de passer la garde, voilà, si l'adversaire il essaie de sortir son bassin à tout prix, et bien en fait, en lui faisant croire qu'il est... Alors, soit lui donner la demi-garde, soit là, en fait, je lui fais croire qu'il a la demi-garde. Enfin, je mets mon genou à l'intérieur. Ce qui fait que lui, psychologiquement, il se dit, je suis en demi-garde, mais il y est pas en vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Mon pied gauche était en crochet sur sa cuisse, donc il n'avait pas de contrôle vraiment sur ma jambe. Mais ça va stopper ses mouvements parce que psychologiquement, ils se disent « Ah, je l'ai presque. Je l'ai presque. » Tiens, là, on va retenter, je crois, une clé de jambe parce qu'on a vu que ça avait fonctionné sur le premier sparring. Hop. Là, il va croiser. Du coup, je vais venir m'asseoir sur son ventre avec mes grosses fesses. Là, je vois qu'il a croisé dans le bon... croisé pour défendre la clé de jambe. Hop, il a réussi à sortir son bassin, c'est mort. On a perdu la position, donc on change. En fait, c'est quand on perd. Un truc aussi qui est important. À l'époque, on me disait, essaye la position, si ça marche pas, change de position. Ça, c'est pas le bon mindset à avoir. Le bon mindset à avoir, c'est j'essaye une position, et si mon adversaire défend la position, je change. Mais je ne change pas de position tant qu'il n'a pas défendu. Exemple, j'attrape une guillotine. Je serre. Il tape pas en 3 secondes, ce qui est normalement normal, mais en combat, on a l'impression que c'est une éternité. Et bien, en fait, il y en a beaucoup qui lâchent, qui relâchent la guillotine. Alors qu'en fait, qu'est-ce que ça doit être le mindset? Ça doit être, je prends la guillotine, je serre, et c'est à lui de sortir maintenant. Qu'il se démerde. Et s'il sort, il a gagné. Enfin, il a gagné. S'il sort, je passe sur autre chose. Mais s'il sort pas, tant pis, on reste là. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. On va essayer d'aller prendre le dos, c'est des choses, mais il remet son dos au sol. Alors je suis content parce que sur tous mes sparring, j'ai réussi à quand même... Après, encore une fois, c'est des partenaires d'entraînement qui sont pas du tout de mon niveau technique ou du temps de pratique que j'ai. Mais malgré tout, c'est des mecs, si vous voulez laisser faire, si vous êtes un peu endormi, ils vont vous poser vraiment des problèmes. Donc là où je suis content, c'est que j'ai fait petit à petit, j'arrive à garder un rythme quand même assez élevé dans le sparring. J'arrive à attaquer, un peu comme je faisais avant déjà, quand j'étais plus jeune, et être beaucoup plus actif en fait dans les sparring. Donc ça c'est cool parce que c'est quelque chose maintenant que j'arrive à faire, et avec de plus en plus de gens qui ont du niveau. J'arrive pas encore à le faire avec des compétiteurs, on va dire, de haut niveau, mais l'objectif c'est d'y arriver pour peut-être reprendre la compétition. On verra, on en reparlera. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez me voir en compétition prochainement. Peut-être que l'idée c'est de reprendre la compète, mais on verra. Pour l'instant, on essaie de... Là, j'essaie de lui prendre le dos, mais... En fait, je sors pas assez les hanches, quoi. Je sors pas assez les hanches, j'accompagne pas assez ses hanches pour venir mettre le deuxième crochet. C'est dommage parce que j'avais un bon contrôle en haut.
Et ouais, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ça. Et puis comme ça, je pourrais vous faire des vlogs aussi de compétition avec un petit débrief à chaque fois. Ça peut être sympa. Alors bien évidemment, enfin, je reprendrai pas sur les compétitions adultes, mais ce sera peut-être sur des compétitions master. Donc master, en fait, jusqu'à 30 ans, c'est catégorie adulte. Et après, adulte, vous avez Master 1, c'est de 30 à 35 ans, Master 2 de 35 à 40, Master 3 de 40 à 45. Bon, on a la chance de faire un sport où on peut être par catégorie de poids, d'âge et de niveau. Donc là, à chaque fois, je l'ai pris 2 fois les talons, mais bon, je voulais pas forcer. Et ouais, on a la chance de faire ça, donc c'est quand même, il y a très très peu de sports où on peut faire ça. Regardez le judo, bon oui, il y a des compétitions, mais c'est pas autant médiatisé, il n'y a pas autant de monde, les événements sont pas aussi beaux. Voilà, c'est quand même. Voilà, on a de la chance. Si on peut on peut tous faire un championnat du monde, par exemple, World Nogi aux États-Unis. Peu importe votre niveau, peu importe votre âge, vous pouvez aller faire les championnats du monde. Donc ça, c'est quand même une chance et il faut en profiter. Donc voilà, on verra. Je commence de plus en plus à me sentir, je commence à me sentir de plus en plus à l'aise, techniquement, physiquement, au niveau du cardio. Moi, depuis le Covid, en fait, j'ai jamais, alors pas parce que je l'ai eu, mais parce que voilà, j'arrivais pas à reprendre une forme physique, j'arrivais pas à me concentrer à nouveau pendant les sparring, à penser aux techniques. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à revenir en fait de cette période-là. Donc là, je suis assez content de maintenant là. Enfin, je suis assez content de l'évolution. Là, c'est le dernier sparring. Alors tout le monde, en fait, il y avait que 3 sparring à faire aujourd'hui, mais bon, je voulais en faire un 4e. Et là, en fait, le travail, alors je voulais laisser. Il va pas se passer grand-chose dans le sparring, mais ça peut être intéressant aussi de voir que voilà, c'est une position que je travaille pas beaucoup. C'est sur le dos, défendre la garde. Et en fait, je vais faire que ça pendant 5-6 minutes. Je vais faire que défendre. Alors, c'est pas facile pour lui parce que on transpire, ça glisse beaucoup. J'essayais aussi de travailler. C'est un truc que j'ai vu avec Gordon Ryan qui avait fait ça face à André Galvao à la DCC. Voilà, ça a attrapé la cheville pour venir s'engager. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'adversaire, quand il est debout, il est rapide, il est mobile, il peut se déplacer à droite, à gauche. Et l'idée, c'est de venir attraper ses chevilles pour lui casser ça, en fait. Et moi, derrière, je vais venir rentrer dans une garde. Donc, ça peut être la garde de l'arriva, ça peut être la garde de l'arriva à l'intérieur, à l'extérieur. Ça peut être, quand je rentre, il vient se mettre sur les genoux, donc ça va être un garde papillon. Ça peut être en single leg X. Voilà, en plein de garde fermée. Enfin, l'idée, en fait, c'est vraiment de lui couper ce gros atout qu'il a quand il est debout. Et le plus vite possible. Après, ceux qui sont souples et qui arrivent à ramener leurs jambes, leurs pieds derrière la tête, bon, ils n'ont pas trop ce problème-là de devoir contrôler l'adversaire, parce que quoi qu'il arrive, c'est difficile pour l'adversaire de passer la garde. Mais c'est quand même toujours mieux. Un truc d'ailleurs là-dessus, sur le fait d'être souple, moi j'ai vu beaucoup de personnes qui sont souples, qui pendant leurs premières années, ils se blessent pas ou ils se blessent, mais après ils commencent à se blesser de plus en plus. En fait, quand on est souple, à chaque fois qu'on se fait prendre dans quelque chose, on va toujours se dire « Ah, mais de toute façon, je suis souple, bon, il va rien se passer. » Ou alors, des fois, on se fait prendre en soumission, et pareil, de toute façon, je suis souple, il va rien se passer, il va rien me faire, je vais pas taper. Et en fait, ça fait qu'on a des gens qui sont, on va dire, feignants, et qui vont pas ils vont pas défendre comme ils devraient défendre en vrai. Et ils vont pas même attaquer comme ils devraient attaquer. Parce qu'ils disent toujours, ouais, de toute façon, moi, avec ma souplesse, je vais récupérer ça. C'est comme un mec qui est très fort physiquement, qui a de la force. Voilà, il va pas faire forcément toujours l'effort technique. Il va se dire, de toute façon, ça va passer en force. Ou de toute façon, je vais réussir à défendre avec ma force. Mais ça veut dire que techniquement, ni l'un ni l'autre, ils progressent, en fait. Enfin, ni celui qui est souple, et ni celui qui est fort. Et le problème de celui qui est souple, c'est que très souvent, il se blesse. À cause de ça, à cause de ce mindset-là. Donc, si vous êtes souple, et que vous vous reconnaissez un petit peu dans ce que je dis, arrêtez. En fait, la souplesse, la résistance physique, ça doit être, comme dit Leighton, la dernière étape de défense. Ça doit être votre dernier outil de défense. C'est-à-dire que
J'ai tout essayé, j'ai essayé de sortir, j'ai essayé de me bagarrer, j'ai essayé de ne pas me laisser prendre. Je me suis fait prendre, j'ai essayé de répondre techniquement. Je suis vraiment pris, bah, j'ai ma résistance personnelle. Me ferait prendre un étranglement, bah, voilà, il y en a certains, ils vont taper vite, il y en a d'autres qui vont pas taper vite. Bah, voilà, c'est ma résistance personnelle, physique. Et bien là, vous pouvez utiliser votre résistance, mais en faisant toujours bien attention à ne pas vous blesser, parce que bah voilà, une grosse blessure, c'est quand même bien embêtant et on n'a pas envie de rester longtemps en dehors des tatamis. Donc après, bon, si c'est la finale de la DCC, c'est différent, mais un conseil, vous ne laissez pas attraper dans des positions. Et pareil, celui qui est souple, souvent, il aime bien se faire attraper dans des positions genre des 50-50, où les jambes elles sont complètement entrelacées. En fait, ils deviennent complètement dépendants des mouvements de leur adversaire, de leur partenaire. Et si jamais le partenaire ou l'adversaire bah, il tourne dans le mauvais sens, bah, hop, il va casser la jambe de son partenaire. Enfin, vous voyez, c'est pas bon du tout. Il faut toujours se mettre dans des positions où j'ai un contrôle complet de mon corps. J'ai un contrôle de mon adversaire. Il ne faut jamais chercher à se mettre dans des positions où voilà, je ne contrôle pas le mouvement de mon adversaire. C'est vraiment important et il faut vraiment que vous essayez de faire ça au quotidien. Un autre truc aussi que je remarque beaucoup, c'est quand vous tournez, voilà, mettez vraiment votre ego de côté, quoi. Et en fait, c'est un mindset à avoir, c'est un état d'esprit. Il y en a beaucoup, ils se foutent de moi quand je parle de ça, mais en vrai, le mindset, c'est ce qui fait tout. C'est ça qui va faire que votre cerveau, il va avoir les bons branchements qui vont faire que vous allez bien apprendre, que vous n'allez pas fatiguer rapidement, que vous n'allez pas mettre la force inutile. C'est le bon mindset qui va faire tout ça. Donc c'est vraiment important de laisser votre ego de côté. Mettez de l'intensité, mais mettez de l'intensité techniquement. Bougez, déplacez-vous, sans faire la brute. Ça sert à rien. Combien de darons j'ai déjà vu à vouloir à tout prix tourner dans tous les sens, faire la brute parce qu'ils voilà, ils veulent se sentir encore jeunes, ou je sais pas, ou les jeunes, ils veulent... voilà, ils ont des trucs à prouver ou autre. Il n'y a pas besoin de ça. Vous allez prouver en apprenant la technique. Vous allez prouver en étant de plus en plus technique. Et on va prouver où? En compétition. On ne prouve pas dans le club. Maintenant, on va prendre confiance au club. C'est-à-dire qu'au début, on arrive... on bat... petite clé de cheville quand même, histoire de... On va arriver, on va battre les ceintures blanches. Après, on va battre les ceintures jaunes et ainsi de suite. Et on va monter crescendo pour prendre confiance. D'accord? Mais ça, c'est vraiment juste pour vous, c'est pour prendre confiance. Mais toutes les ceintures blanches ne sont pas... font pas de la compétition ou autre. C'est vraiment important. Donc, mettez votre ego de côté et entraînez-vous bien. Ok, on a terminé ici l'entraînement de lutte à livrer, JJB sans kimono, chez Marco Aurelio, champion du Brésil. Et puis bah maintenant c'est l'heure, hein, il est 14 h, je vais aller manger et je vous emmène avec moi. Let's go! Ok, donc là on est au K08 qui se trouve à Barra. C'est une plage de Rio, en dehors de la zone sud. Et en fait, j'aime beaucoup venir à cet endroit-là parce que il y a quasiment pas de touristes ici, ou très peu de touristes, on va dire, étrangers au Brésil. Et bah, parce que la mer est magnifique. Je sais pas si on voit bien. Yes. Donc voilà, et au K08, pareil, bon, ceux qui veulent faire un peu la fête, c'est sympa le week-end. Puis bah, quand on vient sur la plage, c'est agréable, on peut se mettre ici en transat ou autre. C'est un endroit très sympa, sur la plage, bien différent de Copacabana et d'Ipanema. Donc c'est un endroit que j'aime bien venir me poser comme ça après les entraînements. Un truc qui est sympa au Brésil, c'est qu'ils vous proposent toujours, si voilà, moi j'ai demandé une eau gazeuse. Et donc en fait, ils nous demandent toujours, voilà, si on veut du citron rondelle ou citron pressé avec. Et donc c'est gratuit, ils ne nous demandent rien en plus. Et c'est vraiment sympa quand bon, voilà, on prend une petite eau gazeuse, juste ici. Avec un peu de citron pressé, c'est toujours sympa après l'entraînement. Oh là là, mon repas il est arrivé. J'étais en train de regarder l'un des vlogs de César sur la chaîne YouTube et j'étais presque en train de tout manger avant de filmer ce que j'allais manger. Donc aujourd'hui c'est un poké avec du saumon,
gingembre, riz, concombre, carottes. Voilà, un petit repas léger après l'entraînement. Comme j'ai pris ma prot il n'y a pas très longtemps pour bien récupérer après l'entraînement, j'ai pas super faim, donc j'ai pas pris quelque chose de très lourd à manger. Puis après, par contre, je terminerai avec un petit açaï. Vous allez voir tout ça. Ok, le dessert il est arrivé. Le dessert c'est l'açaï avec un peu de granola. Donc c'est des céréales et de la banane. Bon, aujourd'hui j'ai fait light, mais des fois j'aime bien prendre aussi, ils appellent ça pasok. Et en fait c'est des miettes, comme des miettes un peu de cacahuètes. Et puis voilà aussi du lait en poudre, voilà, quand on a vraiment besoin de calories. Mais là on a fait light aujourd'hui. Ah, je pouvais pas vous quitter sans vous montrer la plage de Barra. C'est vraiment une grande plage. Et le quartier de Barra, ça fait penser un peu aux États-Unis parce que sans voiture ici, c'est compliqué de faire des choses. Parce que c'est une grande avenue qui traverse tout Barra derrière. Donc l'avenue des Avenida das Américas. Et en fait, elle traverse donc toute la on va dire tout le quartier, toute la plage en fait, mais dans une rue donc un petit peu plus loin. Et en fait, tout autour, tout le long de cette grande route, c'est que des grands bâtiments pour habiter. Il y a quelques commerces en bas. Mais voilà, ici, c'est compliqué d'être sans voiture. Ça, c'est Pedra da Gávea qu'on voit de temps en temps quand je suis à Ipanema. On la voit au loin. C'est une excursion à faire. On peut arriver tout là-haut, là. Là, on arrive au bord de l'eau. Et voilà, on est à Barra. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. N'oubliez pas de commenter, liker, abonnez-vous comme d'habitude. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Ossa!